Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Try Bandit avec une belle interview aujourd'hui. Un ami, un grand compétiteur, quelqu'un qui a écrit des bouquins sur principalement l'Athlète Master, quelqu'un qui est dans ce sport aussi depuis des décennies. Romuald De Pers, bienvenue sur le Try Bandit. Merci pour votre accueil. C'est un plaisir d'être accueilli pour ce Try Bandit. Ça fait longtemps que j'écoute depuis le premier épisode. Mais... Ah bah ça c'est les choses qui nous font chaud au cœur, quoi. Ça va, t'es bien rentré de Gravelines? Ça va, on est rentré, il était 2 heures à la maison, mais ça valait le coup de rester pour voir toutes les courses des jeunes. C'est vraiment sympa. Ouais, et puis surtout que t'avais quand même ton petit qui est quand même monté sur la plus haute marche du podium, donc. Oui, c'est un bon week-end pour lui, pour nous en général. Et c'est vrai qu'après, il aime bien voir les copains qui sont plus grands pour se projeter un peu et pour les années futures, voir comment ça se passerait, quoi. Ouais. Donc, non, c'était un bon week-end. Ouais, il a été vraiment impressionnant. Moi, je l'ai trouvé vraiment en contrôle. C'est la première fois sur une course que je le voyais un petit peu challengé sur la partie natation vélo. Et il est vraiment, il était vraiment en pleine maîtrise, j'ai trouvé. Et je l'ai jamais l'impression qu'il a vraiment paniqué un moment. Et puis, enfin, bravo à lui, quoi. Non, c'est vrai, il a bien géré, sachant que mardi, il s'est fait une belle entorse, donc on était un peu inquiet par rapport à ça. Mais bon, avec un strap et tout, ça a tenu jusqu'au bout. Donc là, il récupère parce que la cheville lui fait un peu mal pour l'instant, mais ça va. Une semaine, ça va être réglé. Ça va être réglé. Eh ben tant mieux, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, c'est vrai que on en a parlé un petit peu, mais la semaine dernière, mais c'était vraiment une belle épreuve. J'ai trouvé que cette épreuve de Gravelines, moi, déjà c'était plutôt pas mal organisé. Franchement, le site s'y prête super bien. Et puis les courses, enfin, on a quand même eu des courses de haut niveau, et nous, tous les deux, on a eu la chance de pouvoir courir en master. Et c'était un petit peu le sujet du jour parce que c'est un petit peu ton domaine de prédilection, mais Oui. cette densité et la vitesse des athlètes master aujourd'hui, je trouve que il n'y a pas beaucoup de sports où on a une telle densité chez les mecs qui sont passés 40 ans, voire passés 50 ou même plus, quoi. Alors, on n'est pas les seuls, hein. Alors, la grosse densité, elle est surtout en natation. Par exemple, la Fédé de natation a mis en place des championnats nationaux et internationaux depuis très longtemps, hein, pour les masters. Et donc, eux, ils ont une très grosse densité. En athlétisme aussi. Et évidemment, après, le triathlon, je pense, suit. D'autres disciplines, c'est peut-être un peu moins développé. Mais en tout cas, oui, la natation, ils sont vraiment en avance, je pense, même par rapport à nous, triathlon. Alors, la natation, c'est particulier, puisque vous savez, on est master à 25 ans en natation. Ouais, ouais, c'est pas tout à fait le Donc, même. donc sinon, les masters, oui, ça commence à 40 ans, hein, d'un point de vue, on va dire, scientifique, où on les appelle masters, mais tu sais bien, c'est les vétérans, hein, c'est ce qu'on appelait Eh ouais. vétérans. Le terme a changé depuis à peu près une quinzaine d'années, mais ça veut dire la même chose, hein. Donc, parce qu'à partir de 40 ans, voilà, il se passe des choses d'un point de vue physiologique et qui fait que les performances commencent légèrement à diminuer. Alors, avec l'expérience, on peut compenser ces petits changements physiologiques au début. Mais voilà, à partir de 45, de toute façon, on ne fera pas les perfs qu'on faisait à 30 ans. Et ça, c'est vraiment un truc qui est, c'est toujours une question moi que je me suis un petit peu posée. C'est, tu sais, j'ai toujours eu un peu cette image d'une montagne que tu arrives à monter et d'arriver à faire évoluer tes performances en adaptant ton entraînement et tout ça. Et puis j'ai toujours moi cru que, enfin j'ai toujours cru au fait que les années d'expérience préalables que l'on a, c'est un peu des briques qui nous permettent de monter un petit peu plus haut. Et 45 ans, c'est vraiment le moment à peu près où physiologiquement on commence à, enfin je veux dire c'est imparable la déclinaison, le tipping point, il est vraiment à cet endroit-là, ou est-ce que c'est quelque chose que l'on peut arriver à déplacer un petit peu en fonction de à la fois ton hygiène de vie, à la fois ton alimentation, faire plus de strength training et tout ça, ou est-ce que c'est un truc qui est vraiment imparable, comme l'arrivée des lunettes quand on n'arrive plus à lire le menu au restaurant, quoi. Mm. Alors c'est une bonne question. Mais en fait, ça dépend surtout de ton passé sportif et à quel âge tu as commencé. Quand on dit que le déclin commence à 40, c'est sous-entendu si tu as commencé, on va dire, à 20 ans. À 20 ans, en fait, voilà, tu as déjà 40 ans derrière toi d'entraînement. Et à 40 ans, on peut commencer à voir les premières diminutions.
Mais quelqu'un qui va commencer à 30 voire 35, évidemment à 40 ans, lui il va être encore en pleine bourre comme on dit, et il va possiblement progresser encore jusqu'à 45 voire 50. Hein. On a des gens à 50 ans qui sont plus performants qu'à 40. C'est sûr, mais en fait ils ont certainement pas commencé à 15 ans le sport avec une application importante. Parce que c'est sûr que certains commencent de bonne heure, mais finalement se mettent jamais dans le rouge et ils ont un petit entraînement régulier. Et pour des raisons diverses, à 40, ils se mettent vraiment dans la compétition, en augmentant le volume, l'intensité, et ils continuent de progresser. Donc voilà, je pense que c'est très individuel. Mais clairement, si tu as un historique de 25 ans dans un sport, où tu as déjà une application forte depuis le début, ben on va dire malheureusement, après 20-25 ans d'activité, quoi que tu fasses, même s'il faut, on pourrait y revenir, il faut faire des choses, hein, je pense, de manière différente. Quoi que tu fasses, tu vas avoir du mal à maintenir tes performances comme elles étaient avant, quoi. C'est un petit peu ce que tu expliquais, la différence entre ce qu'on pourrait appeler l'âge physiologique, c'est-à-dire notre date de naissance, et puis l'âge athlétique. Ce que tu disais, quelqu'un qui va démarrer le sport un peu plus tard, il aura la capacité à améliorer ses performances un petit peu plus. Oui, tout à fait, hein, tout à fait. Alors il y a une fameuse règle des 10 000 heures d'entraînement enfin d'entraînement, soit physique d'ailleurs, soit cognitif, hein, à partir de laquelle on atteint son potentiel optimal. Bon, je ne sais pas si ça peut vraiment se vérifier dans nos disciplines, mais ouais, vraiment on a différents profils d'athlètes master. Hein. On a ceux qui commencent très jeunes et qui sont experts dans leur discipline. On a ceux qui commencent sur le tard, qui s'y mettent aussi de manière très, très investie. Et il y a ceux qui ont eu un break dans leur vie, qui ont commencé le sport d'endurance ou de sprint relativement jeunes, qui pendant 10 ans ont fait du sport presque de haut niveau, qui ont un break dans leur vie suite à des événements familiaux, professionnels, etc. Et qui s'y remettent plus tard, vers 40, 45, et qui retrouvent finalement une seconde jeunesse, mais un petit peu, parce qu'en fait, l'historique fait qu'ils ont conservé, hein, génétiquement, ils avaient des choses en eux. Et ils se retrouvent en fait très bons en ayant 55, 60 ans, quoi, voire 65 ans. D'ailleurs, les meilleurs masters qu'on peut trouver à l'âge de 65, 70 ans, les meilleurs qui gagnent leur groupe d'âge en triathlon, en course à pied, sur marathon, sont souvent ceux qui n'ont pas eu on va dire des niveaux internationaux ou même nationaux en étant jeunes, qui ont toujours été actifs, mais qui en fait voilà, commencent sur le tard à être plus compétiteurs. C'est comme si c'était un peu économisé en fait au début. Voire on fait un certain 10 ans de break et recommence comme motivé comme quand ils étaient jeunes, quoi, comme des cadets. Et est-ce qu'on pourrait quelque part utiliser un petit peu l'image que quand on a un capital temps où on peut s'entraîner à un certain niveau d'intensité et que quand ce capital il est épuisé, que la bouteille elle est vide, bah c'est le seuil où les performances commencent à décroître. Ou alors est-ce que c'est vraiment lié à ta pratique et puis les différences physiologiques d'un athlète à l'autre? C'est-à-dire que, je sais pas si tu vois un petit peu ce que je veux dire, c'est que Je vois, je comprends, on aurait tous un capital maximum. Et à un moment donné, une fois que c'est plein, une fois que, comme tu dis, une fois que la bouteille est pleine, ben, malheureusement, voilà, on va plafonner. Je ne sais pas si ça existe, en tout cas, elle est certainement individuelle. Chacun a ses propres seuils de tolérance, on va dire, à l'entraînement. Puis, et peut-être qu'effectivement, le risque, c'est après d'être usé. Les années passant, l'entraînement continuant, peut-être qu'effectivement, c'est pour ça qu'il faut, je pense, réfléchir à sa pratique. Comme nous, comme moi, on pratique depuis 30 ans. Il faut peut-être réfléchir à comment maintenant voilà, pratiquer de manière intelligente si on veut rester performant, et surtout si on veut rester en bonne santé, parce qu'à un moment donné, la logique c'est quand même de faire du sport pour la santé, surtout à nos âges. Si on fait des perfs, ben, on est content. Et voilà, on entend tellement de copains qui se blessent, tout ça, qui ont du mal à revenir. Si on peut éviter ça, c'est quand même fondamental. ouais. Et, qu'est-ce qui fait que nos performances commencent à décroître? Est-ce que c'est plutôt lié au système cardiovasculaire ou est-ce que c'est plutôt la partie musculaire qui fait qu'on va avoir moins de tonus musculaire, une fonte musculaire, peut-être une prise de poids pour certains? Le facteur limitant chez un athlète, tu vois, c'est un athlète master qui arrive au tipping point et qui commence à voir ses performances décroître. C'est quoi le facteur limitant? Bon, alors tous les systèmes physiologiques s'altèrent évidemment, mais le facteur principal, en tout cas dans le sport qui nous intéresse, comme l'endurance, hein, le triathlon, c'est le système cardio-respiratoire.
On note tous que notre fréquence cardiaque maximale diminue avec l'âge. Il y a cette fameuse formule de 120 000 l'âge, mais qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est très limitante. Mais en tout cas, on a tous observé que notre fréquence cardiaque diminuait. Donc évidemment, la quantité de sang qui est envoyée vers les muscles, donc la quantité d'oxygène diminue au maximum. Hein. Donc après, tu rabaisses tout par rapport à ton max. Et après, il y a aussi la capacité du muscle à utiliser l'oxygène qui aussi diminue. Ces fameuses mitochondries, hein, l'élément biochimique du muscle qui participe à la production d'énergie, et aussi sa concentration diminue. Voilà, en fait, tout est un petit peu altéré. Mais si on devait donner quelque chose de principal, c'est essentiellement la fonction cardiaque qui diminue. Voilà, donc la fréquence cardiaque qui diminue, et le volume d'éjection, le volume de sang que tu éjectes à chaque contraction aussi diminue, parce que la contractilité du muscle cardiaque aussi s'altère, se réduit en fait. Et la production de force aussi chez les athlètes masters qui intervient tout à fait, tout à fait. Alors, donc ça se voit peut-être un peu plus tardivement, parce que tout, en fait, le déclin est globalement linéaire. Hein. Mais on commence à le sentir à partir de 55-60 ans, cette perte de force. Déjà, la masse musculaire diminue, et donc la force diminue. Donc oui, c'est tout un ensemble en fait. Hein. Il n'y a pas une fonction qui s'altère. Toutes les fonctions du corps diminuent, s'altèrent. Et peut-être que sur certaines, on peut intervenir. Le muscle, on pense qu'effectivement, il faut peut-être introduire ou renforcer la part de renforcement musculaire qu'on peut faire quand on devient master 50, 60 ans. Sur la fréquence cardiaque, faut peut-être continuer à faire des séances d'intensité. Peut-être pas autant qu'avant, mais il faut quand même maintenir. C'est certainement un conseil qu'on peut donner, en les espaçant beaucoup plus que quand on est jeune, évidemment. En gros, je suis désolé, je te coupe, mais oui. en gros, on peut essayer de ralentir un maximum, mais on peut pas aller contre, dans tous les cas. Exactement, c'est ça. Le vieillissement, tout le monde vieillit, hein, donc on ne pourra pas aller contre. Alors après, effectivement, si on change carrément ces méthodes d'entraînement, on va même reprendre du muscle, c'est possible, hein, mais quel est l'intérêt vraiment pour nous, le triathlète, de prendre du muscle plus qu'on en avait avant? Il n'y en a pas. Vraiment, on est dans une logique de maintenir notre capital, avec cette décroissance qui est... on n'a pas parlé des pertes, mais ça c'est comme bien identifié. À partir de... imaginons que quelqu'un a commencé le sport à 20 ans, il a une pratique régulière, à 40 ans, il va commencer à perdre, en général, c'est entre 5 et 7% tous les 10 ans. Donc à 50 ans, globalement, on a perdu 7%, et à 60, on a perdu 15%. Par rapport à le niveau de perf qu'on avait quand on était jeune. Et ça, c'est 60 ans, si on a pratiqué pendant 40 ans. Et on en trouve plus beaucoup quand même, hein, qui ont une pratique, on va dire, experte pendant 40 ans, avec le même niveau d'implication, parce qu'effectivement, il faut comparer ce qui est comparable. Hein. À 60 ans, il n'y en a plus beaucoup qui s'entraînent avec les mêmes charges d'entraînement qu'à 20 ans. Il y en a encore quelques-uns. Hein. Mais parce que dès qu'on s'entraîne moins, c'est sûr qu'il y a aussi, c'est un facteur confondant. Si on s'entraîne moins, évidemment, on comprend que nos performances peuvent diminuer parce qu'on n'est plus sur un optimum d'entraînement, quoi. Et puis il y a le retour en fait, c'est-à-dire que quand on a un break ou une blessure passé la cinquantaine, moi mon expérience c'est que pour arriver à revenir, si tu veux, à un niveau décent, principalement sur la partie force, hein, où nous la force joue beaucoup, c'est surtout en vélo, quoi. Et moi j'ai eu un petit break forcé, enfin j'ai fait beaucoup moins de vélo, si tu veux, pendant 12 mois que ce que j'ai fait les 10-15 dernières années de façon glissante. Et quand j'ai repris un petit peu plus raisonnablement, pour arriver à revenir à un niveau, j'ai trouvé que c'était extrêmement long et extrêmement compliqué, et que cette sensation de force, moi c'est en vélo que j'arrive à la mesure. La perte de force, c'est vraiment en vélo que c'est facilement quantifiable, tu sais, sur un temps, sur une montée de col ou sur des choses comme ça. Et est-ce que c'est pareil avec l'intensité, c'est-à-dire que en imaginant un athlète master qui a un problème de blessure ou un événement de vie, qui va s'entraîner beaucoup moins pendant 1 à 2 ans, la reprise, elle est forcément, j'imagine, un petit peu plus compliquée qu'un athlète qui a 20 ou 30 ans. Et est-ce que toi, tu conseillerais plutôt de s'orienter plutôt sur une pratique en travaillant sur l'intensité pour refaire travailler le muscle cardio, ou plutôt essayer de reprendre progressivement sur des séances plutôt longues en endurance et derrière ajouter de l'intensité?
Alors, il y a pas mal de choses dans ta question. Ouais, Hein. ouais, mais Alors, c'est toujours comme déjà, ça. oui, non, non. Alors déjà, bon, il y a beaucoup de ressentis que les athlètes masters ont, en particulier sur la récup. Ils se disent, bon, ils récupèrent moins bien. Quand on a 50 ans, on peut plus se mettre 3 séances d'intensité par semaine, on récupère moins bien après une compète. On peut plus aller faire un gros entraînement en ayant dormi 3-4 heures la veille. Ça, c'est quelque chose que les athlètes masters ressentent. Et dire, malheureusement, d'un point de vue scientifique, c'est pas connu. On ne sait pas expliquer ça. On ne sait pas pourquoi la récupération est moins bonne quand on vieillit par rapport à quand on était jeune. Ça, c'est pas clair. D'un point de vue scientifique, on ne sait pas quelles sont les fonctions qui font que on récupère moins bien. En tout cas, il y a un constat. Alors, on fait avec. Hein. Pour ce qui est des breaks par rapport à une blessure, ou enfin, souvent un break qui est imposé, hein, un break volontaire, c'est différent. Alors, la manière dont il faut reprendre, est-ce qu'il faut recommencer on va dire de manière progressive ou à partir de quand on introduit l'intensité? Franchement, là, j'ai pas de réponse, je suis désolé non plus. La logique voudrait qu'on reprenne progressivement. Mais voilà, comme on le ferait quand on serait jeune. Hein. D'ailleurs, alors, pour aussi ramener un petit peu à ta question, alors je me suis amusé hein, pendant l'an dernier. Moi, en 20 ans, j'avais jamais arrêté plus d'un mois l'entraînement. Voilà. Et je me suis dit, voilà, il arrive un moment donné, il faudrait voir ce que c'est d'arrêter 3 mois. Je m'étais fixé 3 mois, après ça devient long. Hein. La période, voilà, juste après les compétitions, c'était après le Tilo, donc voilà, septembre, octobre, novembre, 3 mois, j'ai coupé complet, ce que j'avais jamais fait. Mais alors je l'avais préparé. Zéro? C'est-à-dire que tu as fait zéro activité physique? Zéro. Voilà, zéro. Enfin, je me forçais à marcher 30 minutes le week-end, 2 fois 30 minutes. Je faisais 10 minutes d'abdos 3 fois par semaine. Mais voilà, j'ai coupé 3 mois complets. Alors c'était volontaire. Hein. Bon, j'ai fait plein de tests, vous imaginez, physio avant et après. C'est toi le sujet de l'étude que tu as sortie il y a quelques jours, du coup? C'est ça, oui, ça c'est oui. Et donc avec des biopsies musculaires, enfin on a tout regardé. Et donc j'ai perdu 10%, ce qui est pas énorme, hein, ce qui est 10-12% si on prend un VO2 max. Alors la VO2 max c'est un paramètre, mais après j'avais fait aussi des séances sur Swift, la montée de l'Alpe d'Huez sur Swift, j'ai perdu plus de 10% en 3 mois là, c'était plutôt 20%. Donc VO2 max n'explique pas tout, on le sait. Et donc ce qui est important aussi c'était la reprise. J'ai suivi pendant mes 3 mois la reprise. Et en fait, en 3 mois, j'avais quasiment retrouvé le niveau initial. On dit qu'il faut 2 fois plus de temps. Il y avait un adage qui dit encore, mais il n'y a rien de scientifiquement prouvé, si on arrête 2 mois, en fait, il faut 4 mois pour retrouver son niveau. Moi, je l'ai pas vécu comme ça. J'ai vécu effectivement avec une reprise progressive pendant 1 mois, et après, je refaisais des séances d'intensité et tout. Et mon break de 3 mois, j'avais quasiment compensé en 3 mois de reprise. Alors, en ayant fait le premier mois progressif, pour répondre à ta question, et après, j'ai réintroduit des séances d'intensité, des choses comme ça. Mais alors, il y avait aussi cette envie de reprendre l'entraînement, clairement. Voilà, j'étais un peu en manque, même si à un moment donné, ça manque plus trop, comme on dit. Mais j'avais vraiment envie de reprendre et tout, donc il y avait l'aspect psychologique qui rentrait en jeu. Ça, c'est clair que donc, quand on a la tête et qu'on a envie et que alors, on le vit aussi un petit peu quand on s'entraîne sans forcément avoir un objectif de course, et puis paf, tu as un objectif de course qui vient se parachuter dans ton calendrier et les séances Zwift qu'on a un peu de mal à faire quand on n'a pas d'objectif, dès l'instant où tu sais que tu as un objectif dans 4, 6 ou 8 semaines. Et c'est vrai que ce facteur psychologique, c'est quelque chose qu'il faut pas du tout omettre, je pense, parce que l'envie d'aller s'entraîner, l'impact de la météo et tout ça est vachement important, quoi. Ouais, bah c'est pour ça que la question de faire un break après la saison est toujours posée. Hein. Certains en ont besoin, il faut qu'ils le fassent. D'autres en ont pas spécialement besoin. Et donc ça, c'est pareil, c'est individuel. C'est individuel. On en connaît plein qui font des breaks de 2-3 mois et puis qui reprennent et qui sont toujours costauds la saison suivante. Hein. D'autres, comme moi, qui n'ont jamais arrêté. Et puis finalement, je me dis, j'aurais peut-être dû. Hein, parce que des fois, je me sens un peu usé finalement de ne pas avoir fait de break. Et voilà, en tout cas, psychologiquement, il faut être bien, quoi. Faut pas que le break ait un effet négatif. La plasticité de la réponse, elle vient aussi peut-être de ton passif, elle sera certainement individuelle, parce que entre un athlète qui a eu une pratique régulière pendant des dizaines d'années et quelqu'un qui a eu un parcours un petit peu plus court, comme tu le disais au début, il n'aura certainement pas la même faculté de reprendre rapidement. Tout à fait, c'est une hypothèse. Hein. C'est une hypothèse sur le fait que j'ai pu retrouver rapidement le niveau que j'avais avant. Est-ce qu'il y a une mémoire ?
J'aime pas trop cette une mémoire musculaire, une mémoire de l'entraînement. Certainement, hein, que je crois qu'on appelle ça l'épigénétique. Hein. À un moment donné, voilà, c'est les changements qu'on peut avoir liés à l'environnement au cours de notre vie, restent quand même présents pour plus tard. Donc peut-être que oui, il y a cet effet-là. Les bénéfices de ce que j'ai fait les 20 dernières années m'ont peut-être aidé à revenir plus vite que quelqu'un qui se sera entraîné moins ou moins longtemps, quoi. Et ça, c'est des choses qu'on ne sait pas. Tu as mesuré physiologiquement, mais du coup, tu as fait une batterie de tests aussi sur la force et ainsi de suite, ou tu t'es concentré que sur les paramètres physio purs? Alors la force, nous on mesure la force max avec différents ergomètres. La force max, en 3 mois, j'ai pas perdu. Alors, déjà, je suis pas très fort. Mais ça, c'est connu aussi que finalement, la sédentarité diminue pas trop la force maximum. Mais la force maximum, qui pour le triathlète n'est pas très importante. Hein. Nous, la force max, c'est sur un effort qui dure 2 à 3 secondes. Hein. Et ça, tu perds pas, puisque la typologie musculaire a pas tellement, oui, structurellement, elle va pas changer en 3 mois. Par contre, tu perds en endurance de force. Hein. Ça, on l'a mesuré. Par exemple, on te demande de faire 30 extensions du genou au maximum. Donc, c'est de l'endurance de force, une épreuve qui dure environ 1 minute. Et là, sur 1 minute au max, effectivement, j'ai perdu. Donc la force en elle-même ne veut pas dire grand-chose. C'est plus l'utilisation qu'on en a sur le long, quoi. Enfin, sur le long terme. Et en cyclisme, on n'est jamais à force maximale. On est à des niveaux sous-max. Donc ça, effectivement, on conçoit qu'on perd cette capacité avec le désentraînement et avec l'âge. Dans notre sport, donc natation, vélo, course à pied, le triathlon, quelle est la pratique, quel est celui des 3 sports qui va être impacté en priorité par le facteur vieillissement en fait? Moi, moi mon exemple, c'est que j'aurais tendance à dire que c'est certainement la natation qui est la plus impactée, c'est-à-dire que ça me demande plus de temps et plus d'énergie pour rester à un niveau proche de celui que j'avais quand j'avais 45 ans, par exemple. Par contre, la course à pied, je trouve que c'est peut-être là où il y a le moins d'écart. Alors après, effectivement, c'est moi et tous les athlètes sont différents, mais je trouve que les niveaux course à pied sont plutôt relativement constants, ou du moins chez les athlètes comme toi et moi qui pratiquons depuis des années. Je trouve que l'effondrement des performances en course à pied est moindre que peut-être dans les autres sports. Je comprends très bien ta question. Les chiffres disent pas vraiment ça. Ah. Donc on a analysé dans les travaux que j'ai fait, on a analysé les performances des top 10 des groupes d'âge de Hawaï du championnat du monde courte distance dans les 3 disciplines, le temps, et on a regardé comment ça évoluait. Et ce qu'on voit, c'est c'est en cyclisme qu'on se maintient le mieux, entre guillemets, qu'on perd le moins. On perd, c'est sûr, mais par rapport à la course à pied et la natation, où là c'est à peu près équivalent. Donc s'il y a un sport où on peut encore être compétitif un peu plus avec les groupes d'âge plus jeunes, c'est en cyclisme. Et ça, on a quelques hypothèses. En course à pied, il y a cette notion de contrainte mécanique importante. Hein. On a des tensions à chaque impact qui sont plus importantes. Peut-être qu'on résiste moins à la fatigue liée aux contractions excentriques sur le longue durée. Ça, c'est des hypothèses. Hein. En cyclisme, comme on le sait, il n'y a pas de contrainte. C'est un sport qui est assez simple, hein, finalement. Contrairement à la natation, où il y a toute une part technique, une part où la souplesse articulaire joue beaucoup. Et en vieillissant aussi, évidemment, on sait que la souplesse articulaire diminue. Donc l'amplitude du mouvement va diminuer. Ce qui fait que c'est pas trop l'aspect technique, c'est, je pense, l'aspect souplesse articulaire qui va nous limiter en vieillissant. Donc voilà. Donc c'est en cyclisme. Alors peut-être que toi tu le ressens pas comme ça et chacun est différent, mais en tout cas les chiffres montrent que voilà, c'est en cyclisme qu'on se maintient le mieux, enfin, ou qu'on perd le moins, on peut le dire dans les deux sens. Hein. Que la courbe décline moins par rapport à la course à pied et la natation. Et du coup, ça donne un petit peu des stratégies pour orienter son entraînement quand on devient un master et qu'on constate ça. Parce que du coup, alors, oui. Alors, l'explication aussi, des fois, elle est peut-être liée au stimulus de l'entraînement. Quand on vieillit, peut-être que on a moins envie d'aller courir, ou on se dit, je vais me protéger un peu, je vais courir un petit peu moins, pour protéger, on va dire, d'un point de vue contrainte mécanique. Donc je vais rouler un petit peu plus.
Donc du coup, effectivement, il y a un biais parce que les plus âgés roulent plus, courent moins. Donc on comprend que les performances vont être impactées dans ce sens-là. Peut-être que les plus anciens n'ont pas ce goût de l'eau qu'on peut avoir quand on est plus jeune. Alors ils n'ont pas été, les plus anciens, quand je parle, c'est ceux qui ont 60-70 ans, n'ont pas été éduqués peut-être avec un passé de nageur. Donc ça reste quand même un élément qui n'est pas naturel chez eux. Donc ils n'ont pas nécessairement la volonté de s'y mettre beaucoup plus en vieillissant. Voilà, il y a différentes explications, mais là aussi c'est pas très clair. Hein. C'est pas très clair du pourquoi. Mais voilà. On est, enfin, moi j'ai toujours un peu considéré que les gens de notre génération, comme nous, 55-60 aujourd'hui, on est certainement la première génération d'êtres humains qui a eu une pratique sportive régulière sur plus de 30 ans. Parce que moi j'ai commencé le sport en gros quand j'avais 20 ans. Aujourd'hui j'en ai 55. Ça fait 35 ans que je m'entraîne, on dira, entre 10 et 25 heures par semaine sur les années où je m'entraînais le plus. Aujourd'hui je suis plutôt aux environs de 10-14. Est-ce qu'on est complètement dans le flou à ce sujet-là? C'est-à-dire que, si tu veux, moi quand j'étais jeune, quand je voyais les gens qui avaient mon âge aujourd'hui, des gens qui avaient 50-55 ans, ils avaient l'air de vieillards. Aujourd'hui, quand tu vas sur un championnat de France Master, comme on était la semaine dernière, je veux dire, les mecs sont fit, les mecs ont des vitesses de déplacement, que ce soit en natation, vélo, course à pied, qui sont vraiment impressionnantes. Et est-ce qu'on avance un petit peu, c'est-à-dire qu'à chaque fois, chaque année, on découvre ce que l'on peut continuer à faire, ou est-ce qu'on arrive à se projeter un petit peu en se disant, si on arrive à maintenir une pratique natation, vélo, course à pied régulière, on peut arriver à repousser les effets du vieillissement, parce qu'on veut tous vivre plus longtemps, bien évidemment, et le triathlon m'a toujours frappé comme étant un sport, moi, qui était où on travaille quasiment l'ensemble de la chaîne musculaire du système cardio-respiratoire. Est-ce que aujourd'hui, toi, d'un point de vue scientifique, cette pratique du triathlon, c'est quelque chose qui peut être vu et reconnu comme étant quelque chose qui va arriver à repousser les effets du vieillissement sur le long terme? Alors il y a cette notion de ce que nous on appelle le bien vieillir, qui est importante. Alors juste pour resituer un petit peu, il y a une étude récente qui est sortie sur les anciens coureurs qui ont fait moins de 4 minutes au mile. Je l'avais mis sur Internet. Donc la question c'est, est-ce que le sport de haut niveau permet de vivre plus longtemps? Les études montrent, alors que ce soit en course à pied, les anciens, donc les coureurs de mile, les anciens champions olympiques de différents sports, les anciens, je sais plus si c'était podium du Tour de France, globalement ils vivent 2-3 ans plus longtemps que la population générale, ce qui est pas énorme. Hein, ce qui est pas énorme. Finalement ça fait pas beaucoup vieillir, beaucoup plus vieux. Par contre, et ça on en est tous convaincus, on le voit, ça fait bien vieillir. C'est-à-dire ces gens-là, en fait, ils vieillissent bien. Je veux dire, ils restent autonomes, ils restent indépendants jusqu'à la fin quasiment. Et ils ont une courbe de décroissance qui décroît. Et à la fin, ça s'accélère. Mais en fait, voilà, les années passées où ils sont dans l'indépendance et être vraiment à plus ne pouvoir faire grand-chose d'un point de vue physique, elles sont très réduites. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les sportifs vieillissent mieux. Et ça, c'est le grand challenge de la société. Hein. C'est d'avoir des vieux qui soient le plus longtemps, entre guillemets, en bonne santé. Ça veut dire pour eux être indépendants. Donc ça, pour le coup, les sportifs, les triathlètes en particulier, comme tu disais, sont un bel exemple de ça. Hein. À 60 ans, en termes de forme physique, oui, ils sont largement au-dessus de la population générale, on va dire. Mais c'est pas sûr qu'ils vont vivre 10 ans de plus. Ok. Parce qu'en fait, si tu veux, comme là, le week-end dernier, il y avait Georges Belaubre qui courait, qui est en 80-84. On a Yves Tabaran qui continue d'être performant. Et c'est des gens qui ont été pionniers dans notre sport. Ils ont vraiment vu la naissance du sport. Nous, on dit généralement, moi j'ai tendance à dire qu'on a vu la naissance de notre sport, mais on est arrivé une grosse dizaine d'années après la naissance de ce sport-là. Eux, ces gars-là, c'est des mecs qui étaient déjà à l'âge adulte quand ils ont découvert le sport du triathlon. Et on se rend compte que ils sont toujours là, ils sont toujours performants. Et moi, il y a quelque chose qui m'avait vraiment marqué l'année dernière, je crois à peu près à cette époque-là. Yves Tabaran avait dit qu'il allait arrêter de courir sur la distance Ironman, pas parce qu'il était plus performant, mais parce qu'il y avait plus de compétition. Ouais.
Oui, alors on se rapporte tout le temps à ces icônes du sport, hein. Tu parles d'Yves Tabaran, Georges Belaubre. Bon, j'imagine dans chaque discipline, on a des exemples comme ça d'athlètes exceptionnels en termes de vieillissement. Euh, mais le message, oui, c'est comme je te disais, c'est que le sport va faire bien vieillir, quoi. Et il va pas. Est-ce qu'il ralentit le vieillissement? Non, je pense que tout simplement, les athlètes masters sont un exemple de bien vieillir, c'est-à-dire c'est des personnes qui finalement minimisent les effets du vieillissement et qui, voilà, on va avoir une perte, on parlait de 5% tous les 10 ans, de leur capacité physique, on va dire, alors qu'un sédentaire, tous les 10 ans, il va perdre 10%, il va perdre 2 fois plus. Et on comprend, quand il arrive à 80 ans, ben, il a perdu 40% de ses capacités physiques, alors que le sujet master aura perdu 20%. Enfin, je caractérise, hein, c'est pas exactement ça. Donc, nous, on dit que l'athlète master, d'un point de vue physiologique, c'est un modèle de vieillissement réussi, c'est un vieillissement primaire. En fait, c'est le vieillissement naturel qu'on a, qui est indépendant des effets annexes qui pourraient être la sédentarité, la malnutrition, les maladies chroniques, etc. Donc l'idée, c'est qu'en faisant de l'activité physique, du sport, on écarte tous ces facteurs secondaires qui nous font vieillir plus, en fait, enfin plus vite. Il y a un sujet que je voulais aborder et je pense que t'es pas passé au travers. Dave Scott a eu une opération majeure cardiaque hier ou avant-hier. Et Dave, c'est quelqu'un qui est bon. On peut difficilement dire que c'est pas un mec qui a fait du sport toute sa vie. Il est toujours resté actif. Et moi, pour l'avoir vu et côtoyé un petit peu à chaque fois que je suis allé à Hawaï, Dave, il doit approcher les 70 s'il les a pas déjà. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que Marc doit avoir 66, donc Dave doit avoir 70, 71. Donc cette opération du cœur qu'il a eue, c'est une opération majeure, mais c'est des choses qui arrivent chez certains athlètes masters, triathlètes, parce que moi c'est vraiment le sujet qui m'intéresse aujourd'hui, où Dave Scott aujourd'hui, majeure opération du cœur. Greg Welch avait eu un problème cardiaque majeur à un moment qui l'a obligé à ne plus avoir de pratique sportive. Tim O'Donnell a fait un arrêt cardiaque lors d'une séance d'entraînement et c'est quelque chose que Vincent Louis Laurent Vidal, on peut évidemment en parler. À quoi ça tient? Est-ce que c'est c'est génétique, c'est-à-dire que cette personne-là était prédisposée à avoir un problème cardiaque, ou est-ce que tu penses, toi, de par tes études et tes connaissances, que la pratique de sport d'endurance sur une durée extrêmement longue, comme on peut l'avoir comme une carrière de Dave Scott, c'est quelque chose qui peut à un moment induire certains problèmes cardiaques, ou est-ce que tu penses que c'est vraiment un facteur de vie qui peut être lié à sa nutrition? Parce que évidemment, on peut être super fit et s'entraîner 20 heures par semaine, mais si on a une alimentation, une diététique qui est complètement off-chart et qui est complètement à côté, forcément, on va impacter notre système cardiovasculaire. Bon, c'est une bonne question, c'est vrai que ça nous interpelle beaucoup. Bon, je suis pas cardiologue, hein, mais en tout cas, on sait qu'on a beaucoup d'exemples, tu les as cités, d'arythmie, donc les problèmes du rythme cardiaque avec l'âge chez les sportifs d'endurance. À savoir si c'est génétique ou si c'est la conséquence des années d'entraînement avec de l'intensité, ça c'est pas très clair, franchement. Je pense pas qu'on le sache. Mais il faut pas raisonner comme ça. Tous les bénéfices qu'on va tirer de notre pratique vont bien au-delà des risques potentiels qu'on peut avoir de cardiaque. Quelqu'un qui fait rien, il va avoir beaucoup plus de complications cardiaques que quelqu'un qui en fait beaucoup. Donc peut-être qu'il y a... Je ne veux pas dire qu'il y a un juste milieu, mais en tout cas, comme je disais, les sportifs de haut niveau, globalement, vivent quand même quelques années plus vieux que la population générale, ils vivent beaucoup mieux. Et malheureusement, certains, effectivement, ont quand même ce problème du trouble cardiaque. Donc je ne sais pas si pour autant il faut dire que il faut faire attention, il ne faut pas trop faire d'intensité à partir d'un certain âge, il ne faudrait pas trop se rentrer dedans tout au long de la vie. Je ne sais pas si c'est le message qu'on doit donner. Alors, je crois avoir lu sur le post de Dave Scott
que c'était un problème effectivement qui avait eu un dommage sur une valve aortique. Et apparemment, d'après les récits notamment de sa fille, à 60 et quelques années, il avait encore une pratique de préadolescent, c'est-à-dire que lui, les intensités, c'était quasiment quotidien, et une sortie vélo, c'était une sortie championnat du monde. Donc je pense qu'effectivement, c'est aussi peut-être la pratique à intensité continue et Mmh, très c'est sûr, régulière. ça. Oui, après, je pense que c'est du bon sens, c'est de la sagesse. À un moment donné, peut-être que quand on s'est tiré dessus pendant, bah, lui, 30 ans, faut peut-être un petit peu calmer. Enfin, ce serait une logique, hein. Après, c'est peut-être pas une vérité, mais surtout que lui, de ce que je sais, il faisait plus de compète, en fait, hein. C'est juste pour le Non, plaisir. Il se tirait oui, dessus pour le plaisir. oui. Bon, peut-être qu'à un moment donné, ouais, faudra peut-être faire un petit peu attention à ça, mais Il fait partie Dave Scott des athlètes qui ont performé sur le tard d'ailleurs. Enfin, il y a eu une génération à un moment donné qui approchait la quarantaine, peut-être même qui la dépassait. On pensera à Dave Scott qui fait deuxième, je crois, à 38 À ans. 40. 42. je crois qu'il en est 42, ouais. 42, 42. il fait 5, je crois, quand son dernier Mmh, retour. ouais. Et il avait prévu de revenir pour ses 50 ans. Et il avait eu ce grave accident de voiture, en fait. Enfin, il avait été shooté par une bagnole où il avait eu l'épaule très endommagée. Il a quasiment fait 2 ans où il avait rien fait, en fait. Et il avait jamais pu revenir. Et son idée, c'était de revenir à Hawaï à 50 ans et de claquer un top 10. Aïe. Il y avait Natasha Badman aussi qui a performé à 45 après aussi un grave accident. Et donc, il y a eu un moment, il y a eu cette génération-là. Et là, aujourd'hui, c'est un phénomène inverse. Les gros performeurs sur le long deviennent de plus en plus jeunes. Est-ce il y a quelque chose qui t'interpelle, toi, là-dessus ou... Euh, Bah, je pense que c'est lié en fait à l'évolution de nos disciplines. Comme il y a 30 ans, effectivement, c'était un peu une découverte. Les triathlètes ont mettait du temps pour atteindre voilà, leur niveau de pratique optimum, leur réponse optimum. Mais maintenant, on voit que voilà, des 10, même avant, des 16 ans, les jeunes triathlètes sont déjà au- ont toutes les connaissances liées à l'entraînement, à la nutrition qui sont conseillées et ils arrivent à des niveaux de perf beaucoup plus rapides que ça l'était dans le temps. À mon avis, c'est lié à la connaissance de l'activité qui a pas mal progressé, quoi. Donc, on n'est plus dans la découverte maintenant, vraiment. On est dans l'utilisation de toutes nos connaissances pour performer rapidement. Euh, Il y a quelques années, c'était des anciens spécialistes de discipline qui venaient sur du multi-enchaînement. Et du coup, c'est ce qui expliquait peut-être leur performance dans une des trois disciplines. Alors qu'aujourd'hui, c'est des générations de triathlètes qui sont nés avec le triathlon, qui ont été éduqués et qui du coup performent plus tôt, c'est ça? De... c'est une explication, oui. C'est une Ouais. explication, hein, mais parce que effectivement, les jeunes, il y a beaucoup de jeunes triathlètes qui commencent le triathlon maintenant à 8 ans, hein, parfois, hein. Mm. Mais tout ce qui est lié à oui, la connaissance sur l'entraînement et ce qu'on peut avoir éventuellement en matériel, mais l'entraînement, la nutrition, tout ça, c'est des choses que maintenant on maîtrise quand même beaucoup mieux qu'il y a 30 ans, ce qui permet à mon avis de performer beaucoup plus tôt, quoi. Bah, surtout qu'on était dans notre sport où la logique c'était souvent de dire on fait plutôt du court distance quand on est jeune et puis on évolue sur longue distance quand on prend de l'âge. Aujourd'hui, il y a une génération d'athlètes qui se foutent un petit peu des règles. C'était comme l'adage qui disait qu'à Hawaï on performait jamais sur sa première participation. On a bien vu avec Gustav Iden et compagnie. Et Alors, on a la même chose sur marathon, hein. Alors, c'est clair, c'est assez flagrant maintenant. Sur marathon, on avait l'exemple de Kipchoge, voilà, et puis l'exemple du jeune qui est décédé de tôt, mais il y avait presque 20 ans d'écart. Et donc là aussi sur marathon, c'est comme ça. Les jeunes, ils attendent plus de passer sur le court distance pour aller au marathon, ils y vont tout de suite. Parce que peut-être qu'il y a un phénomène d'argent, il y a de l'argent qui donc vivent de ça, donc ils y vont, quoi. Et clairement, ces jeunes-là qui performent à 20, entre 20 et 23 ans sur marathon ou sur Ironman, 40 ans, on les verra plus, hein. Ah, ça c'est sûr. Enfin, moi, je m'a coupé. Ils peuvent pas faire 25 ans de haut niveau avec une application comme ils ont, quoi. Mais c'est pas grave, hein. Pendant 10 ans, ils auront bien vécu de leur sport, ils ont... Voilà. on voit un peu ça Mais avec les frères Brownlee aujourd'hui, si tu veux. Les Brownlee, quand tu les vois, enfin, et ça fait presque 20 ans qu'on les voit dans notre sport.
ok, Alistair aujourd'hui est toujours au niveau, mais la fréquence à laquelle il est blessé, la fréquence à laquelle soit il finit pas une course, soit il prend pas le départ, elle a tendance à s'accélérer. Et c'est des mecs qui ont été au plus haut niveau du court distance pendant une dizaine d'années. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est compliqué d'arriver parce qu'ils ont que 36 ans, hein, les Brownlee Brothers. Hein. C'est pas comme Yann Frodeo qui a gagné encore à 42 ans, tout ça. Est-ce que tu as pas un peu peur que cette nouvelle génération de triathlètes qui arrive, qui performent très tôt, très vite, à très haut niveau, ce soit notre sport évolue un petit peu comme la natation, où on va se rendre compte, parce que dans la natation, quand tu regardes les lignes de départ aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du Monde, la plupart, ils ont entre 16 et 22, 23 ans, quoi. Je trouve qu'il y a une énorme perte au feu, moi, dans la natation, des athlètes qui derrière quittent le sport et qui n'arrivent plus à se maintenir au niveau des tout meilleurs. Est-ce que tu penses pas que cette génération de triathlètes qui arrivent, qui sont très jeunes, très performants, très tôt, dans les 23, quoi, 20, 23 ans, c'est des gens qui derrière vont certainement pas continuer à pratiquer ce sport à un niveau aussi longtemps que ce qu'on pourrait l'imaginer ou ce qu'on l'a vu dans le passé? Ah oui, c'est ce que je pense, hein, clairement, c'est ce que je pense. Quand tu as fait 10 ans de pratique de très haut niveau, à mon avis, tu arrives au bout aussi. Enfin, physiquement, je sais pas, mais psychologiquement, en fait. Hein. L'implication que ça demande, voilà. Et surtout, s'ils arrivent performants à 23 ans, c'est qu'ils ont commencé à 13 ans. Donc, finalement, ça fait déjà une historique. Oui, de la discipline qui est très longue, quoi. Et on oublie de parler, par exemple, aussi de Pogacar, pareil. L'âge qu'il a, c'est incroyable, quoi. On a dans tous les sports d'endurance, on a des jeunes qui arrivent très bons, très jeunes. Et ça va changer effectivement la manière dont on va aborder les épreuves par rapport à l'âge, quoi. Effectivement, avant on attendait, comme tu dis, fallait passer par le court pour aller jusqu'au long, mais maintenant je crois que c'est fini, ça. On a plein d'exemples. Et ton exemple sur le cyclisme, il est parlant, où si tu veux, dans les équipes de vélo, il y avait, on devait faire nos classes, c'est-à-dire que fallait d'abord faire ce type de compétition. On n'allait pas balancer des athlètes à 20 ans sur le Tour, quoi. Et là aujourd'hui, tu te rends compte que Pogacar, il a gagné le Tour quand il avait 20 ans, quoi. Et le niveau aujourd'hui que ces athlètes, et tu mentionnais Kiptoum tout à l'heure, qui malheureusement est décédé d'un accident de la route au Kenya, mais c'est des athlètes quand ils étaient sur une telle trajectoire ascendante, Kiptoum, recordman du monde, 2h0053 si je me rappelle bien, sur le marathon, c'est des gars qui avaient 2-3 ans où ils allaient continuer à améliorer leur vitesse, leur performance, etc. Et c'est des trajectoires qui sont stratosphériques, quoi. Et ça, c'est vrai que ça interpelle quelque part un peu des vieux renards comme nous qui avaient l'habitude d'imaginer que et est-ce que tu penses, toi, aujourd'hui, que dans notre sport, des athlètes des jeunes athlètes, par exemple, on a, comme tu disais, on a des athlètes qui sont extrêmement performants aujourd'hui à partir de minimes cadets et qui vont certainement faire une carrière professionnelle. Est-ce que tu penses que dans notre sport, il y a de la place pour encore des athlètes qui vont prendre un temps de développement ou qui vont migrer d'un autre sport? Par exemple, un athlète qui aura fait de la natation et qui va découvrir le triathlon vers 20-24 ans. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, avec le niveau des athlètes dans notre sport qui ont grandi comme des triathlètes, il y a encore de la place pour voir des athlètes faire un switch de sport et arriver à performer comme on a vu par le passé, par exemple avec Cameron Wurf ou ce type d'athlète? Ça va être plus difficile à mon avis, faudra vraiment qu'ils soient patients parce qu'ils vont pas être tout de suite sur le devant de la scène. Donc est-ce que ça va pas les décourager? Il faudra vraiment avoir un projet à long terme en disant voilà, je me donne un certain nombre d'années pour arriver à ce niveau. Et quelle structure ils vont avoir, quel accompagnement ils vont avoir pour arriver comme ça, à mon avis, ça va être plus dur. Malheureusement, on donne surtout à ceux qui sont devant, à ceux qui gagnent, mais ceux qui auraient une carrière plus on va dire, différente, ça va être compliqué, à mon avis. Ce serait compliqué pour eux. Je n'ai pas dit que c'est impossible, mais ce serait compliqué. Il y a Cameron Wurf qui en parlait, je crois d'ailleurs que c'était dans un article de Trimag, une des interviews de Trimag où tu interviens régulièrement, d'ailleurs, Romuald. Cameron Wurf disait qu'il y avait énormément de ses collègues qui se disaient post-carrière, on va faire du triathlon, parce que c'est un petit peu à la mode en ce moment que les anciens cyclistes pro. Mais Cameron Wurf est à mon avis une des rares, c'est une exception, parce qu'il disait qu'il y avait déjà des collègues à lui qui s'y étaient lancés
et ils étaient effrayés de la part des performances que les gaziers arrivaient, parce que cyclistes pro, ils arrivaient un peu en terrain conquis en se disant sur les 180 bornes, je vais éclater tout le monde. Que nenni, ils étaient déjà dans le top 5 ou dans le top 10, ils n'étaient pas en tête, loin de là. Et puis en natation et en course à pied, le vélo en course à pied, le travail, il était énorme à faire. Donc je pense que sur le court, je ne pense pas que ce soit possible parce que c'est trop spécialisé. Et sur le long, c'est le volume de travail, notamment si on n'est pas spécialiste de course à pied, où là, je pense que ça complique l'affaire. À partir d'un certain âge, je pense que c'est fini. On va pas pouvoir rattraper tout le retard qu'on a pris. Après, si on a des... Alors, je sais plus, j'avais lu quelque chose sur Wild qui, en fait, est un peu atypique. Il venait pas des jeunes... des camps d'entraînement de jeunes triathlons, je crois. Il venait un peu du sport outdoor de Wild. Et finalement, voilà, bon, même s'il est arrivé assez tôt au triathlon, il n'a pas commencé le triathlon à 10 ans. Hein. Il a commencé bien plus tard. Et donc, je pense que si génétiquement, tu as un terrain favorable, tu peux vite t'adapter, quoi. Mais... Ben, on le voit chez les femmes aussi avec Indy Ali qui a découvert le triathlon il y a 4 ou 5 ans et qui aujourd'hui performe au plus haut niveau sur le Tessan. Et pour rebondir un petit peu là-dessus, est-ce qu'il y a un parallèle entre la pratique masculine et la pratique féminine, ou est-ce que ce déclin que l'on a, qui est inexorable, il existe évidemment bien sûr chez les femmes, mais est-ce qu'il est placé différemment? Est-ce que l'aspect de la ménopause, c'est quelque chose qui vient jouer beaucoup dans les performances chez les femmes? Et quel est l'impact dans son décroissance de la partie hormonale? Parce qu'on sait que quand on vieillit, on a tous, nous on a un effondrement de notre testostérone. Les femmes, elles ont des gros changements hormonaux aussi. Est-ce que c'est documenté aujourd'hui, ce changement hormonal, et comment ça impacte les performances? Alors, de ce que je sais, en fait, déjà, les analyses de performance dont je t'ai parlé tout à l'heure, on les a fait aussi chez les femmes. Et on observe exactement la même chose, une décroissance progressive à partir de 40 ans. Mais on n'a pas de cassure, comme tu pourrais t'y attendre à 50 ans avec cette ménopause qui a une tranche qui est variable. Hein. C'est pas exactement à 50 ans, on sait bien que ça... Et il n'y a pas vraiment d'études, à mon avis, qui montrent qu'il y a vraiment une rupture de performance liée à la ménopause. Il y a peut-être effectivement un an où c'est peut-être difficile, mais à ma connaissance, ça n'a pas été montré que la ménopause impactait en fait de manière plus importante les performances chez la femme que chez l'homme. Il n'y a pas de cassure des performances liées à la ménopause. Ça, c'est a priori, ce que je sais. Je ne vais pas trop m'avancer, mais... En tout cas, on ne le voit pas dans les perfs, on voit quelque chose d'assez linéaire, comme chez les hommes. Sur les tranches d'âge les plus âgées, 60-65, quand on compare hommes-femmes, on a l'impression que les femmes perdent plus. Mais je pense qu'en fait, c'est une mauvaise interprétation, parce que on a actuellement le pôle de femmes âgées qui pratiquent est très réduit en fait, comparé au pool d'hommes âgés qui pratiquent. Donc certainement que l'effet qu'on ait moins de candidats, enfin moins de pratiquants, fait que on n'en trouve pas autant des meilleurs, des bons. Si par exemple, si on parle de la différence homme-femme qui est de l'ordre de 10%, on va dire, quand on regardait les chiffres il y a une vingtaine d'années à 60 ans, elle était de l'ordre de 20% d'écart. Et on pensait que la femme vieillissait plus mal en fait que l'homme. Mais en fait, quand on fait ces calculs maintenant, on retrouve ces 10%. Donc en fait, le niveau des femmes âgées ayant augmenté, on est maintenant sur des comparaisons de femmes qui sont identiques en fait. Donc la femme ne vieillit pas plus mal que l'homme en fait, d'un point de vue endurance sportive. La ménopause, faut pas qu'elle soit inquiète par rapport à ça. Je pense que maintenant on connaît pas mal de choses là-dessus pour pouvoir continuer sa pratique de manière optimale. Enfin, adapté. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que quand j'avais débuté le triathlon, je dirais fin 80, début 90, il y avait peu de pratiques féminines. Il y avait, si tu veux, le pourcentage de femmes sur chaque course était moins élevé et on a vu la quantité de femmes arriver et rejoindre ce sport un peu plus importante, et c'est vrai que ça fait sens c'est difficile de tirer des conclusions parce que des femmes qui pratiquent, forcément celles qui avaient débuter le sport un petit peu comme nous début des années 90 aujourd'hui, ce pourcentage de femmes à cette époque-là était peut-être que de 5 ou 7% sur les courses. Aujourd'hui, régulièrement sur les courses, on a 20-25% de population féminine.
Oui, donc voilà, dans les 10 ans qui vont venir, qui vont arriver, on va voir effectivement des femmes âgées qui vont être très performantes, très performantes. On donne souvent l'exemple d'hommes, hein, mais effectivement, sur Ironman, tu vas chercher des perfs des meilleurs groupes d'âge 65 ans chez les femmes, tu trouves des perfs quand même assez incroyables. Hein. Mais ça, on en parle, on a des exemples de Tabaran, tout ça, mais chez les femmes, il y a aussi des beaux exemples. On n'a pas de Françaises, à ma connaissance, qui performent encore bien sur Ironman âgé, mais tu vas chez les Américaines et tout, il y a des clientes, comme on dit. Hein. Alors, certaines qui sont d'anciennes pros, entre guillemets, mais qu'on retrouve, mais d'autres pas, en fait. Natasha Badman, dont on parlait tout à l'heure, aujourd'hui elle court moins, mais moi j'ai couru avec elle la dernière fois, c'était il y a 3 ans ou 4 ans au 73 à Oman. Elle avait gagné son groupe d'âge chez les femmes, mais il y avait un gap qui était phénoménal entre elle et puis les autres femmes qui suivaient derrière, quoi. Il y a un changement, il y a l'aspect sociétal aussi, certainement, parce que dans la pratique, dans les années 80, la pratique féminine était certainement moins développée, alors que là, aujourd'hui, il y a une pratique féminine qui est vraiment en train de se généraliser. Donc il va y avoir le passif qui va augmenter aussi dans la pratique, quoi. Oui, c'est un point de vue sociétal, hein, ça va changer, culturellement, ça va changer. Ouais, tout à fait, comme vous dites, en fait, cet aspect-là, tu vois de plus en plus aujourd'hui de personnes qui arrivent, qui sont des jeunes retraités ou des pré-retraités ou qui travaillent un petit peu moins parce que moi, dans mon environnement, j'ai beaucoup de gens qui continuent à travailler, mais qui, plutôt que de faire des semaines de 40 heures, sont plutôt souvent sur un mi-temps ou un 60% et qui ont plus de temps. Donc, l'optique de vieillir bien, comme tu disais, elle est super importante. Et ces gens-là reprennent une activité sportive qu'ils avaient mis un petit peu entre parenthèses à la période des enfants, une carrière au bénéfice des enfants, d'une carrière professionnelle. Et derrière, se retrouvent avec des enfants qui sont un petit peu plus grands, qui sont moins dépendants, un peu plus de temps, une stabilité financière qui est souvent avérée et qui permet de reprendre une activité physique. Et c'est vrai que on se retrouve avec des athlètes master femmes et hommes qui aujourd'hui ont vachement plus de temps pour leur pratique sportive. Alors soit ça peut être reprendre une activité club ou alors rejoindre un groupe. On avait Bélinda Granger qui a 52 ou 53 ans récemment sur le podcast et elle parlait qu'elle, tous les jours aujourd'hui, elle a plus d'aspect compétitif, mais l'aspect activité physique, sociale, rencontrer des gens, d'aller dans une salle de sport, faire des séances avec ses amis, c'était quelque chose qui était extrêmement important pour elle sur son équilibre psychologique. Oui, bien sûr. D'ailleurs, le terme bien vieillir, en fait, on l'associe, nous, trop souvent à l'aspect bien vieillir physique, mais il y a le bien vieillir cognitif, évidemment, la santé mentale. Et le troisième point, c'est le bien vieillir social. L'isolement est le pire de ce qui peut se passer. Hein. Et donc, si ces trois aspects-là sont réunis, un bon physique, un bon mental et une bonne interaction avec les autres, là, le vieillissement est optimal. Hein. C'est les fameuses zones bleues qu'on a dans le monde. Enfin, là, on dévie un peu, mais il y a des endroits où les gens sont en interaction avec les autres, avec tous les âges. Et voilà, ils sont. Et c'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que je sais pas si tu as vu ce documentaire sur Netflix sur les Blue Zones, là. Si, je connais. Ouais. Ouais. Et c'est vraiment ce qui ressort en fait, parce qu'ils ont fait cette analyse en fait avec tous les endroits où il y a les blue zones. Donc les blue zones, c'est un petit peu les endroits où les gens vivent le plus longtemps dans le monde. Et ils sont allés visiter différentes de ces zones. Et un des facteurs qui revenait systématiquement, c'était l'aspect sociétal, c'est-à-dire le mix des générations, avoir une activité intellectuelle, avoir une activité physique régulière, évidemment, mais surtout le fait d'être en contact et d'avoir un réseau social qui soit développé, ça jouait énormément, quoi. Oui, tout à fait. Hein. Il y a plein d'ouvrages là-dessus maintenant, il y a plein d'études là-dessus. Et c'est clair, donc isoler les vieux, c'est pas du tout la bonne idée. Hein. Mais bon, là, on dévie un peu. Ouais, il faut garder les vieux. Oui et non, mais si tu veux, parce qu'en fait, cette pratique sportive, nous, on est un petit peu à l'aube de notre partie retraite, quoi. Et moi, je me demande qu'est-ce que va faire physiquement un Romuald Lepers quand il va être à la retraite et qu'il va avoir tout son temps disponible pour s'entraîner, quoi. Et est-ce que tu penses que on a la possibilité, en imaginant que nous, quand on va arriver à 60 ans, on va se retrouver retraité, relativement stable financièrement, on n'a plus besoin d'avoir une activité professionnelle, donc beaucoup plus de temps pour arriver à s'entraîner. Est-ce que tu penses qu'on peut avoir un second pic et puis continuer ou éventuellement progresser dans un sport ? Si t'as pas été
à ton optimum dans le passé, peut-être que tu vas pouvoir, je vais pas dire augmenter, mais décliner que de 3% au lieu de 5%. Ça, c'est possible si tu n'étais pas au maximum de ce que tu peux faire dans les années précédentes. Alors j'ai un exemple, hein, Anthony Philippe, vous le connaissez bien, hein, qui lui, en fait, quand on regarde ses perfs, décline pas, il est sur des déclins de 4% tous les 10 ans, enfin tous les 10 ans, il est pas si vieux que ça, mais lui, il limite vraiment extrêmement le déclin de ses performances. Et en l'interrogeant, voilà, on peut se poser la question, même si son implication est aussi, voire plus importante maintenant sur le matériel, sur ce qu'il faut faire, la préparation mentale, etc. Il fait vraiment attention à tout, peut-être plus qu'il ne le faisait quand il était plus jeune, à 30 ans. Mais peut-être qu'il reconnaît aussi qu'à 30 ans, il n'avait pas mis tout ce qu'il fallait en place, aussi bien l'entraînement et tout le reste, pour performer au maximum de ce qu'il peut faire. Donc voilà, si tu t'es pas donné au maximum dans le passé, peut-être qu'effectivement, la solution, en faisant tout ce qu'il faut, tu vas pouvoir décliner un petit peu moins, quoi. Être sur, effectivement, 3% tous les 10 ans, ce serait super, hein, mais il y en a très peu. Hein. Après, c'est sûr que quand on fait des courses longues comme la pratique d'Anthony, l'aspect météo, l'aspect tout ça peut évidemment impacter énormément. Mais moi, par exemple, si tu veux, Roth, qui est une course que j'ai refait régulièrement et avec un parcours qui est quasiment similaire, entre 45 et 53 ans, j'ai fait 2 fois la même course sur le même parcours, donc les mêmes distances, où le delta au final était de moins d'1 minute. Et alors effectivement, ma pratique sportive, elle avait évolué entre-temps, peut-être un peu plus de renfort, un peu plus d'intensité, mais avec des périodes de récupération un petit peu plus longues. Mais je pense que j'ai toujours été relativement convaincu, moi, que la pratique master sur le triathlon longue distance, c'est quelque chose où on pouvait arriver à maintenir, parce que quelque part, au final, nos vitesses de déplacement sont relativement faibles. Courir un marathon en 3,20, c'est une bonne, ou 3,25, c'est une bonne performance. Mais si tu veux, si on prend par rapport au master uniquement course à pied, on court quand même beaucoup moins vite, quoi. Alors, c'est un bon point. Alors, il y a on a fait des tests chez des athlètes master un peu élites. On a testé avec un collègue en Angleterre le recordman du monde du marathon à 60 ans, celui de 70 ans. Donc des tests physiologiques. Et en fait, on a une observation qui est intéressante, même si c'est des études de cas, c'est que ces athlètes-là, ils sont capables de maintenir un pourcentage de leur VMA ou VO2 max extrêmement importante. Donc pour te dire, il y a l'Américain qui avait le record avant, maintenait donc sa vitesse de marathon et ça correspondait à 94% de son max pendant 3 heures. Quelque chose qui est incroyable. Hein. On en a testé un autre, c'était 90% pendant 2 heures et demie. Et donc peut-être que, comme on dit endurant, quand on devient vieux, on devient endurant. Et ben typiquement c'était ce qu'on voyait, c'est ces athlètes élites. Donc peut-être qu'en vieillissant, on a cette endurance, cette capacité à maintenir son max qui est améliorée. Donc le max diminue, mais finalement on pourrait compenser en étant capable de maintenir un pourcentage plus élevé que son maximum. Donc voilà, l'adaptation qu'il pourrait y avoir avec l'âge, c'est ça. Donc sachant que voilà, on peut plus aller si vite, nos capacités maximum diminuent, on s'adapte, et ça on sait pas comment, pour augmenter ces pourcentages du maximum pendant la course. Quoi. C'est rigolo ce que tu dis, parce que j'ai eu la chance de pouvoir faire à plusieurs reprises la Race Cross France, donc les 1000 km si tu veux, et on retrouvait proche de la tête, si tu veux, très souvent des athlètes qui avaient passé la quarantaine. C'est-à-dire que cette capacité à maintenir un niveau d'effort moyennement élevé, mais pendant une durée extrêmement longue. Et souvent, ce qu'on voyait, c'est que parce qu'on partait échelonné toutes les 30 secondes, donc malgré tout, il y a quand même des petits pelotons ou des groupes qui se forment à distance. Et les premiers alors souvent, on avait des jeunes qui nous passaient de façon très très rapide, c'est-à-dire qu'ils avaient un delta de vitesse avec nous qui était 4 à 5 km/h plus élevé. Par contre, leur temps d'arrêt était souvent plus important. Et on avait les masters, les vieux, les renards, on était une fois que la machine était en route, si tu veux, tu avais des gars qui arrivaient à passer 1 voire 2 nuits sans repos, à garder des niveaux d'intensité moyens, mais sur des durées extrêmement longues. Quoi. Oui, on devient plus endurant. Alors ça, l'explication, je sais pas, est-ce qu'elle est liée aux années de pratique, une adaptation du corps, c'est pas bien clair. Hein. Parce qu'il y a d'autres paramètres qui changent pas, par exemple ce qu'on appelle le coût énergétique, c'est-à-dire ce que ça coûte quand on se déplace à une certaine vitesse.
ça change pas beaucoup avec l'âge en fait. Oui, pour se déplacer à 14 à l'heure ou 15 à l'heure, finalement, en termes énergétiques, ça coûte la même chose qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux. Donc ça, c'est conservé avec l'âge. L'endurance s'améliore avec l'âge, c'est ce qu'on a dit. Par contre, la VMA, la VO2 max diminue. Donc il faut composer avec ces modifications physiologiques pour continuer d'être performant à son niveau, quoi, à son niveau. Alors après, on n'a pas parlé d'autres choses, mais il y a différentes choses. Tu parlais de la nutrition, le renforcement musculaire. C'est des choses auxquelles il faut réfléchir, j'imagine. Enfin, c'est pas que j'imagine, je pense. Voilà, à partir d'un certain âge, quoi. Les introduire progressivement, peut-être, y réfléchir, quoi. Moi, il y a un truc que j'ai changé depuis à peu près 1 an et demi, c'est que je fais plus d'exercices d'équilibre. Tu sais, des trucs à sec, en équilibre sur une jambe, essayer de venir se toucher les pieds, des choses comme ça, parce que je m'étais rendu compte qu'à un moment, si tu veux, déjà on perd un peu de flexibilité. Moi, si tu veux, j'ai jamais été en salle de sport. J'ai toujours eu une pratique triathlétique qui était nager, pédaler et courir. Du renfort, on en fait toujours, hein, quand tu fais du gros plateau ou quand tu fais des sprints ou des choses comme ça, on travaille notre renfort. Et j'en fais toujours pas. Alors je fais quelques pompes, quelques abdos, quelques tractions de temps en temps, mais cet aspect équilibre, c'est quelque chose que j'ai travaillé parce que j'ai eu le sentiment, si tu veux, que c'était une chose que j'avais tendance à perdre de plus en plus. Tu sais, le moment où tu arrives en transition, où tu te baisses pour mettre tes chaussures, un petit peu moins de souplesse, un peu moins de facilité, un peu plus la tête légère quand tu repartais. La notion d'équilibre quand tu fais une descente de col à fond en vélo, j'avais l'impression que je perdais un petit peu de mes capacités, et d'avoir travaillé un petit peu ça, la sensation d'équilibre, marcher sur un fil, sauter, faire des petits jumps, des choses comme ça, j'ai eu l'impression que ça m'avait amélioré, redonné un petit peu de tonus musculaire, et puis d'être un petit peu mieux dans mon corps sur des parties équilibre. Voilà. Ouais, non mais t'as complètement raison, hein, faut que tu continues. Et de toute façon, je l'ai dit, vous l'avez compris, tout l'ensemble des fonctions physiologiques se dégradent malheureusement avec l'âge. Donc on parle VMA, tout ça, c'est bien causant, mais l'équilibre diminue aussi, hein. Il s'altère, hein. Notre proprioception, en fait, notre capacité qu'on a à maintenir son équilibre avec nos systèmes proprioceptifs, c'est-à-dire en fait t'as la vision, t'as l'oreille interne, mais t'as aussi tout ce qui est tendineux, etc. Ça aussi, ça se dégrade. Donc moi aussi, je l'ai remarqué, hein, on perd cette capacité à maintenir son équilibre sur un pied dans une situation qui est un peu, qui est inconfortable. Donc clairement, quand on dit il faut faire du renforcement musculaire avec l'âge, oui, mais ça inclut en fait cette proprioception en fait. Faire des exercices, c'est pas aller en salle pousser des charges lourdes, hein, en force max, mais faire des exercices dynamiques où on met en des situations de déséquilibre. Et ça, c'est important. C'est clairement quelque chose qu'il faut faire, parce que ça fait partie du ça aide dans la course à pied, comme dit, dans la transition, dans le fait d'être gainé, il y a plein de choses effectivement. On appelle ça renforcement musculaire, mais on devrait dire renforcement musculaire proprioception, quoi. Et moi, j'y crois beaucoup, j'y crois énormément pour la course à pied. Les coureurs en font beaucoup, les triathlètes, je trouve qu'ils en font pas assez pour l'aspect course à pied. Bon, je ramène ça aussi aux jeunes. Je trouve que chez les jeunes, des fois, il n'y a pas assez d'exercices de dynamique de pied, comme on dit. Alors, je prends l'exemple de mon fils, hein, c'est juste, il court bien sans avoir beaucoup couru. Et par contre, il y a une période de sa vie, pendant 2-3 ans, il faisait beaucoup de trottinettes, beaucoup de trampolines, comme ça dans le jardin. Et moi, je me dis que ça se trouve, ça l'a aidé d'avoir du pied. C'est ces formes d'exercice un peu dynamiques sur le pied qui l'ont peut-être aidé. Bon, après, et ça, je pense qu'on pourrait très bien aussi le continuer toute sa vie et voir le réintroduire quand on est âgé. Hein. Faire un peu de trampoline, faire de la trottinette, c'est vrai que ça paraît stupide, mais pas tant que ça en fait. C'est très rigolo ce que tu dis. J'ai implémenté ça avec un de mes athlètes que je coach, et qui après une blessure, en fait, pour lui faire reprendre avant, en termes d'échauffement, si tu veux, avant la séance d'intensité, il allait faire son échauffement course à pied et il revenait et il faisait de la trottinette, donc 100 mètres sur une jambe, 100 mètres sur l'autre jambe, etc. Et derrière, il arrive à faire. Et c'est vrai que comme tu dis, et c'est vraiment parlant parce que nous, quand on vivait en Asie, si tu veux, on marchait tout le temps pieds nus ou proche au sol.
si tu veux. Et le fait d'avoir un impact qui soit toujours au sol, quand on allait faire des séances d'entraînement sur piste, on faisait toujours, à l'époque, notre coach là-bas, à Singapour, nous faisait toujours faire un 400 mètres dans l'herbe, tranquille, pieds nus, à la fin de la séance ou en début de séance. Et le travail cette qualité de pied, euh, comme tu dis, je pense que c'est super important. Et on le voit d'ailleurs à des gamins, quand tu vois Valentin courir comme la semaine dernière sur un parcours qui était changé, il y avait à la fois du dur, du sable, la partie en transition. Tu vois que c'est des gamins qui sont à l'aise au niveau de la course à pied, à l'aise au niveau de leurs appuis. Et t'en as qui courent très vite, mais qui n'ont pas cette qualité de pied, quoi. Et, euh, et je pense que c'est quelque chose qui est facile à travailler. Surtout maintenant, peut-être encore plus, où on court énormément avec des chaussures qui ont une semelle qui est très très épaisse, qui ont tendance à nous isoler un petit peu du sol. Et moi, je me rappelle de quelqu'un qui disait qu'il faut jamais oublier qu'on a une énorme quantité des os, des tendons et des muscles qui sont situés dans nos pieds, et plus on va les isoler, plus on a tendance à les affaiblir. Et ne pas hésiter à travailler là-dessus, marcher sur des sols qui sont un petit peu changeants. Et moi, j'ai toujours eu, si tu veux, au moins 3 paires de chaussures de course à pied, de marques différentes, d'amortis différents, de positions différentes, parce que j'ai toujours pensé que de faire une séance de temps en temps avec une marque différente, ça permettait de travailler des qualités différentes au niveau du pied, quoi. Oui, non, mais la variété, effectivement, des chaussures, la variété des exercices, moi j'y crois beaucoup. Hein, le triathlète, effectivement, on pense souvent nager, courir, pédaler, mais en réalité, non, si on veut performer, il faut que ça dépasse ces 3 disciplines assez simples finalement. Après, les chaussures aussi, hein, en termes de perf, oui, on sait que ça permet de renvoyer plus, ça permet d'amortir plus, mais en termes de qualité du pied, je suis pas sûr qu'on va dans le bon sens avec ces chaussures-là, clairement. Hein. Chez les jeunes, on devrait les interdire à l'entraînement. Enfin, en compète, ok, je comprends, hein, il y a la performance. Mais à l'entraînement, ça devrait être des chaussures de base, quoi. Chez les jeunes, en tout cas, jusqu'à un certain âge, hein, qui ne sont pas encore sur des gros volumes, etc. Hein. Ah ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Et en tout cas, on tient vraiment à te remercier pour ton temps et puis toutes tes lumières que tu as pu éclairer sur la pratique master. Le reste de la saison de Romuald Lepers, elle se dessine comment là? Parce que je t'ai vu aller faire du Hyrox. Parle-nous un petit peu de ça, de cette pratique là. Comment, quelle idée il t'a pris d'aller faire du Hyrox? Bon, l'idée, c'est que voilà, moi, je connaissais quelqu'un chez Puma, et Puma, son partenaire d'Aerox, qui m'a proposé, moi je connaissais pas du tout, c'était en octobre dernier, qui m'a parlé de ces épreuves-là, qui se développaient énormément dans le monde, et qui m'a proposé voilà, de m'inscrire à l'Aerox de Paris. Et j'ai regardé un peu les disciplines, j'ai vu qu'il y avait du rameur, du ski erg. Bon, je me suis dit pourquoi pas, je vais essayer, en intersaison ça peut être pas mal. Donc je me suis préparé un mois, j'ai fait la course de Paris. Et ça s'est bien passé, franchement, il n'y a aucun problème. Dans mon groupe d'âge, j'ai bien performé, comme on dit. Alors, je me suis dit, je vais en continuer un peu à en faire cet hiver. Et ça m'a fait du bien, parce que il y a certains exercices, voilà, c'est du renfort musculaire, hein, c'est sur les cuisses, du wall ball, des choses comme ça. Et j'ai moins couru, j'ai moins nagé, et finalement, j'ai réussi à maintenir mon niveau dans ces disciplines-là, en faisant un peu ce qu'on appelle du cross-training. On ne parle pas de crossfit, hein, c'est pas, ils n'aiment pas ce terme-là, et c'est autre chose. Mais le cross-training, voilà, m'a bien aidé. Il m'a fait changer un peu les entraînements classiques. Mais bon, voilà, là j'ai arrêté pendant l'été, c'était prévu que j'arrête. Mais je recommencerai l'automne prochain. C'est intéressant, on va dire. C'est intéressant comme discipline. Tu gardes la course à pied, puisque voilà, les exercices dits de force alternent avec la course à pied. C'est intéressant. Après, ça reste indoor, hein, c'est particulier. Hein. Il y a une ambiance assez particulière. On a l'impression qu'on est dans un rassemblement de militaires. Ils ont tous les cheveux courts, c'est tous des costauds, puisque en fait les charges sont fixes. Hein. C'est-à-dire que c'est la même pour tout le monde. Que tu fasses 50 kilos ou 80 kilos, tu vas soulever la même charge. Ce qui est effectivement pour beaucoup pas normal. Donc ça limite effectivement. Les petits gabarits, on n'en voit pas en Hyrox. Hein. Donc voilà, c'était une expérience, mais je pense que je continuerai à en faire. Mais pour ce qui est triathlon cet été, je vais aller faire les championnats de France d'aquathlon, hein, puisque je me déplace sur tous les championnats avec mon fils, ça va pas durer très longtemps. Et sinon, j'ai pas trop d'objectifs. Je sais que je vais peut-être retourner à Gérardmer, puisque l'an dernier je l'ai fait. Alors, tu sais, quand tu gagnes ton groupe d'âge, tu as la chance d'avoir ton inscription pour l'année d'après, donc c'est sympa. Et je vais peut-être aller faire le triathlon de la Madeleine, parce que j'ai vu ça, je l'ai jamais fait.
Et clairement, moi, je suis beaucoup plus attiré par les parcours vallonnés. Ça a toujours été... mes recherches de course étaient surtout liées au parcours vélo. Parcours plat, j'ai jamais été performant, j'ai jamais aimé ça. Donc maintenant, c'est pareil, hein, je recherche des parcours qui me font plaisir, des parcours vallonnés. Et donc voilà. Mais finalement, entre juillet et août, pas grand-chose. Là. Je suis plutôt une année un peu peut-être de transition, on va dire. Enfin, pas de transition, mais de recherche plus de courses à se faire plaisir sans chercher la performance. Quoi. Et Valentin, Et quel du est coup- le... Excuse-moi, je te laisse le crachoir après, mais on est un peu dans une situation qui est un peu similaire tous les deux, où on a été extrêmement compétitifs. D'ailleurs, on l'est toujours. Hein, on a bien vu la semaine dernière à la course master. Les gars, on était presque à se battre sur la ligne de départ. Et on a des gamins qui sont mordus de triathlon et qui performent plutôt pas mal. Toi, Valentin, qui performe au plus haut niveau national. Est-ce que c'est toi qui coach Valentin? Est-ce que tu as un impact sur son entraînement au quotidien, ou est-ce que tu as complètement délégué ça à quelqu'un d'autre parce que la relation père-fils elle est forcément impactée quoi, par là quoi. Alors depuis, on va dire, ça fait 3 ans qu'il est vraiment dans le triathlon. En natation, il nage avec un club de natte, donc là j'ai aucune emprise, hein, donc là je donne pas mon opinion. Pour le reste, en fait, en course à pied et en cyclisme, il fait une séance de course à pied sur la piste avec son club le mardi, où c'est moi qui propose les séances aux jeunes. Donc ils font ce que je leur propose. Et le reste de ses entraînements, il les fait tout seul en échange sur qu'est-ce que tu veux faire. Donc ça fait 2 ans, c'est un échange entre lui et moi sur qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il a envie de faire en fonction des objectifs. Donc c'est moi je ne vais pas dire qu'il coach, mais qu'il conseille depuis 2-3 ans. Au point où je pense maintenant il arrive presque à s'entraîner, je ne vais pas dire tout seul, mais pas loin. Je l'ai accompagné et là, souvent il me dit non, j'ai pas besoin de toi, je sais ce qu'il faut que je fasse. T'es là en ressources en fait. Alors peut-être avec ses points de vue, mais bon, voilà, en tout cas il arrive à être assez autonome dans sa pratique. Donc c'est faisable puisqu'il s'entraîne pas énormément. Donc mais après, s'il sera amené à s'entraîner beaucoup plus, je pense que la réflexion doit être un peu plus approfondie. Mais voilà, j'appelle ça plus un accompagnement que vraiment un entraînement, quoi. Mais t'es là en ressources. En ressources, après effectivement, quand il était petit, entre la période entre 8 et 12 ans, oui, c'est moi qui lui proposais à faire des choses. Mais maintenant, on échange beaucoup plus sur les séances qu'il veut faire en vélo ou à pied. Mais ça reste assez simple, hein. Il y a la séance du mardi en course à pied. Le week-end, il y a un enchaînement en vélo-course à pied, soit indoor, soit extérieur. Et voilà, ça c'est la base, hein, les 4 entraînements de natte avec ça. Et le reste, c'est plutôt tranquille. Hein. En tout cas, il est vraiment. Moi, c'est vraiment un bel athlète, quoi. C'est vraiment un gamin que j'apprécie puisqu'il a la tête bien posée sur les épaules et puis quand tu discutes avec lui, enfin toute cette génération, hein, quand tu vois Valentin, Théo et tous les gamins d'ailleurs que on avait enregistré avec eux. Malheureusement, on a eu un problème technique, mais on va réenregistrer avec eux parce que moi, j'adore discuter avec ces gosses-là et je trouve que on a vraiment une génération de gamins qui tient la route quoi et qui pratiquent leur niveau physique aujourd'hui il est vraiment impressionnant quoi d'arriver à performer comme ils le font et de façon régulière. Et quand tu regardes les courses depuis le début de saison, il y a une consistance dans les performances qui est vraiment remarquable chez ces jeunes quoi. Et ils sont toujours là, c'est toujours les mêmes et il y a cette petite rivalité. On sait tous que dans le sport, dès l'instant où il y a une rivalité, ça permet de tirer les performances vers le haut. En tout cas, moi je trouve qu'on a une belle génération qui arrive quoi. Et vraiment bravo à toi et à Valentin. Vous êtes vraiment des beaux exemples quoi. Alors, je me demande qu'est-ce que ça va donner quand ils vont tous se retrouver seniors, les jeunes seniors là. Ils vont pas tous arriver. Hein. Il y en a qui vont arrêter pour différentes raisons, hein, malheureusement. Mais voilà, là il y a une telle densité que ça présage quand même vraiment des beaux champions à l'âge de 18-20 ans, quoi. Parce que si tu regardes la densité sur la course minime la semaine dernière, je crois qu'entre Valentin et Mika qui finit 28e, il y a 1 minute 30. Et il y a 28 gamins quoi, en 1 minute 30.
moi, ça m'a fait halluciner. C'est-à-dire que déjà, d'un point de vue compétitif, c'est fantastique de voir des courses comme ça. Et le premier qui a le moindre souci, que ce soit en transition ou qui a un petit coup de moins bien à un moment ou à un autre, c'est 10 places qui bougent, quoi. Donc, bien sûr. Donc, bon. Écoute, au plaisir de te croiser sur les courses bientôt. Local, régional. Ouais, partout, je sais pas trop. Gérard Mer, j'irai pas parce que c'est pas une course qui m'avait fait très plaisir. J'avais trouvé que le départ natation était un petit peu trop brutal pour mes vieux os. Et ça fait partie des mass start qui restent en France. Ouais. C'est vrai que quand tu pars, j'ai pas oublié, 1005, c'est quand même spécial, mais bon, voilà. Moi, j'aime bien. Et puis, merci pour ton temps, merci pour tes explications, et puis on n'hésitera pas à faire appel à toi si on souhaite approfondir un sujet ou un autre. En tout cas, c'était une belle interview. Merci à toi. À bientôt. Et puis, merci à vous. Merci à vous. Au plaisir de se croiser avec les petits loups sur une course. À bientôt. Tu quittes pas tout de suite. On va enregistrer tout ça. On dira quand c'est bon.